Donc bonjour à tous. Comme il y a 2 ans déjà, nous avons choisi cette année de reparler encore des problématiques de durée de vie des produits dans l'emballage. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de faire un super produit avec des qualités nutritionnelles si on les perd en cours de conservation. Et donc en fait, il y a principalement 2 facteurs limitants, il peut y en avoir plus, mais au moins 2 facteurs limitants à la conservation des produits dans l'emballage. C'est les facteurs d'oxydation et les facteurs de transfert d'eau, d'humidité. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va parler de ces 2 phénomènes-là et on va vous montrer qu'il peut exister des outils, je dirais, de calcul, de modèles, pour permettre de, par exemple, donner une durée de vie au produit en fonction de ces facteurs limitants. Alors, qu'est-ce que c'est que la conservation? C'est le maintien le plus longtemps possible du plus haut degré de la qualité de la denrée alimentaire. Il y a donc derrière cette notion du temps, de la durée donc, de l'écart qualité acceptable, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on accepte en fin de durée de vie du produit, et donc une notion de facteur limitant à la conservation. À quoi on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse aux micro-organismes, ou est-ce qu'on s'adresse aux phénomènes de dégradation physico-chimique, enzymatique, etc. D'où la nécessité de caractériser la qualité du produit au départ, au milieu, à la fin de la durée de vie, je dirais, et définir les états critiques à ne pas dépasser. Qu'est-ce qu'accepte le consommateur, par exemple, en termes de texture? Donc la durée de vie, c'est donc bien un écart de temps entre un état final et un état initial. Et si on définit en fait un état E qualitatif initial, par exemple une teneur en vitamine C, on va donc s'intéresser à l'écart de cette concentration en vitamine C au cours de cet écart de temps. Et à ce moment-là, la différence, par exemple, ça sera une dégradation de vitamine C en fonction du temps. Et donc, on a une vitesse. On a donc de la cinétique. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est la vitesse de dégradation ou la vitesse d'apparition de quelque chose. Ça peut être la vitesse d'apparition d'une couleur, par exemple, qui témoigne en fait d'une dégradation. D'autres notions qui sont intéressantes là-dedans, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le Q10, qui est en fait un rapport de vitesse de réaction. Vitesse de réaction à une température augmenter de 10 degrés par rapport à la vitesse de réaction à la même température T. Et c'est... Alors bon, évidemment, ça sort de la recherche, etc., de la science, mais ce rapport-là, c'est le rapport inverse des durées de vie. Alors ça nous intéresse évidemment, parce que quand on va vouloir, par exemple, accélérer le phénomène, on sait qu'en passant à une vitesse de 10 degrés supérieure, on va pouvoir avoir une réponse plus rapide. Donc ça va nous guider, par exemple, pour faire ce qu'on appelle des tests de vieillissement accéléré. Par exemple, dans des enceintes climatiques. Alors, il y a le cas de l'oxygène. Alors, c'est un peu complexe, là, une petite formule, mais qu'est-ce que dit cette formule? Elle dit que l'oxygène qui va être dans l'emballage à un moment donné, est fonction de l'oxygène qui va traverser à travers l'emballage, donc, et l'oxygène qui va être consommé éventuellement par le produit. Cette consommation d'oxygène pouvant être due à des phénomènes, par exemple, respiratoires, une salade, un champignon, etc., un brocoli, ça respire, donc ça consomme de l'oxygène. Ça peut être aussi une oxydation, une consommation d'oxygène du fait d'oxydation des composés du produit, oxydation des matières grasses, etc., oxydation de la vitamine C. Voilà. Donc, cette relation dépend donc de la perméabilité, par exemple, des matériaux d'emballage à l'oxygène et dépend également de l'absorption, de la diffusion de l'oxygène dans le milieu. Et donc, si vous voulez, le taux... Ce qui nous intéresse, c'est le taux d'oxygène final au-dessus ou dans le produit. Et donc, ce taux est évidemment fonction de la concentration initiale qu'on a mis en oxygène. Est-ce qu'on était à concentration ambiante, c'est-à-dire 21% d'oxygène ou moins? De la masse du produit, la surface d'échange avec l'emballage, les perméabilités à l'oxygène de l'emballage, les cinétiques de consommation d'oxygène par le produit. Alors, les notions de perméabilité... Qu'est-ce que c'est qu'une perméabilité? C'est un flux de gaz, en fait, à travers quelque chose. Et on définit, en fait, un coefficient de perméabilité comme étant le rapport de 2 coefficients, le coefficient de diffusion et le coefficient de solubilité. Apparaît là le petit L, c'est l'épaisseur du film, par exemple. Donc l'épaisseur va évidemment jouer dans la vitesse du gaz, par exemple, à traverser l'emballage. Intérêt aussi de dire que ces facteurs-là sont influencés par la température, par l'intermédiaire d'une loi, ce qu'on appelle loi d'Arrhenius, qui est une loi exponentielle en fonction de la température. Ça veut dire qu'à petit écart de température, écart important de perméabilité.
Donc ça c'est intéressant aussi parce que là encore, si on prend notre notion de Q10 de tout à l'heure, si on augmente de 10 degrés la température, on va accélérer aussi les phénomènes de perméabilité. Donc on va pouvoir vieillir, je dirais, un peu plus rapidement. Et puis dire aussi que tous les matériaux ne sont pas identiques en termes de perméabilité, en termes notamment des matériaux plastiques. Autre intérêt aussi, c'est d'avoir la notion dite de perméabilité sélective, qui est fonction en fait des gaz. Et dans certaines circonstances, on va trouver à la fois l'oxygène qui va rentrer, qui va être absorbé, mais aussi le gaz carbonique qui va être émis. Le cas évidemment, je reviens des cas des fruits et légumes, où on va, évidemment, par des phénomènes de respiration, produire du gaz carbonique et produire de la vapeur d'eau.